Bonjour à tous les amis, c'est encore moi Kevin, auteur du blog Le Japon en noir et blanc. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec un invité de marque. Un invité de marque les gars. On l'appelle le parrain, on l'appelle le grand-père de la communauté afro au Japon. Wow. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? En quelques mots au début et après on va rentrer plus dans le vif du sujet. D'accord, waouh. Merci beaucoup Kevin de m'avoir reçu sur ton blog. Je m'appelle Patrick Behuhuma Mokondoko, c'est un peu long, vous pouvez juste m'appeler Patrick. Je suis congolais de la République démocratique du Congo en Afrique centrale. Voilà, donc ça fait 10 ans que je suis au Japon. Je suis très content d'être ici pour partager un peu mon parcours avec Kevin. Voilà. Ok, ouais, bah c'est parfait, c'est parfait. Bon, t'as un petit quelque chose à dire en lingala, si, pour ceux qui comprennent que lingala, hein, je sais pas. Mbotenayo, mbotenabino bana kin, bana Congo, bozana mokili mobimba, na sepeli, comme on a Patrick, na zande konabino congolais, na a Japon, na Tokyo précisément. Donc, na zana Kevin, dès qu'on a ivoirien, c'est ça? Ouais, ouais. Voilà, donc ton solo la lelo ma belé. Ok, ouais, c'est parfait, c'est parfait. Bon. Moi, ce qui m'intrigue quand même, c'est comment tu as fait pour venir au Japon, du Congo. Waouh, c'est une question très directe, voilà, mais très importante. Mais j'aimerais vraiment que tu nous racontes, on va dire, les grandes lignes. Et qu'est-ce qui t'a motivé à venir au Japon? Pourquoi le Japon? Comment tu as fait? Parce que je pense que ça n'a pas dû être facile quand même. J'aimerais bien savoir. D'accord. Ben, en fait, déjà, au départ, quand j'étais au Congo, après mes études, donc les humanités, je suis allé faire mes études de droit à l'université de Kinshasa. Et c'était comme mon père me l'avait conseillé, parce qu'on aura besoin des juristes. Après ça, je suis rentré dans un cabinet d'avocats pour faire un stage pendant une année, juste pour apprendre un peu le métier, parce que je voulais devenir voilà, un avocat. Et j'ai eu l'occasion de travailler pour un sénateur. C'est un oncle, un ami qui m'avait en fait invité. Donc viens, on va travailler ensemble. Comme je suis un jeune juriste, donc voilà, il voulait un peu que j'apprenne aussi le travail parlementaire parce que c'est là qu'on fabrique les lois. C'est comme ça que j'ai pu rencontrer des diplomates, voilà, d'autres personnalités qui travaillent avec le gouvernement congolais à travers des événements, parce que j'étais en fait assistant du président de la commission de relations extérieures du Sénat de la RDC. Donc j'étais parfois, comment dire, dans des événements avec l'Union européenne par exemple, ou d'autres ambassades. C'est comme ça que je suis rentré en contact avec des gens qui travaillaient à l'ambassade du Japon. Une fois, je crois que je suis allé déposer une lettre que mon sénateur avait écrite à l'ambassadeur et ils m'ont reçu. Alors je posais une question, il y a des bourses d'études par exemple pour aller étudier en Europe, en Amérique. Est-ce qu'au Japon il y a aussi des bourses? Ils m'ont dit ben oui, il y a le bourse du gouvernement qui s'appelle MEXT. Donc ici on appelle ça Mombu Kangakusho ou bien Mombusho. Et je dis ah bon, ok, c'est quand? Ils m'ont dit il faut revenir l'année prochaine au mois de mars. On était déjà au mois d'octobre. Ben je reviens, on met dans le formulaire. C'était tout en anglais et déjà du coup je parlais l'anglais depuis je crois les humanités, mais j'étais pas vraiment comme on dit fluent, donc je parlais pas trop couramment, mais j'ai dû comment dire écrire, remplir les formulaires et j'ai traduit tous les documents nécessaires, donc mes diplômes, les relevés des notes, c'est ça, hein, tout ce qu'il y avait à déposer, du français à l'anglais, et puis je suis allé à l'université, ils m'ont donné la permission, donc parce que c'était une traduction non officielle. Ah oui. Ah oui, donc j'ai fait tout ça et puis je suis allé déposer et ça a marché, donc ils m'ont appelé pour une interview. J'ai fait mon interview à l'ambassade. D'abord le test d'anglais. Parce qu'en fait, ça c'est important de savoir, il y a les tests Fulbright. Pardon, ce que je dis TOEFL. TOEFL, ouais. TOEFL, et puis il y a d'autres IELTS, je crois pour les Britanniques. Et en ambassade, ils avaient leur propre test. Et j'ai fait le test, ça a marché. Après, ils m'ont invité pour l'interview. Et j'ai fait l'interview avec l'ambassadeur à l'époque. Et ils ont dit OK. Et il y avait beaucoup de candidats quand tu as postulé?
Oui, il y avait, je crois, il y avait une quarantaine de personnes d'abord au départ. Et puis après, quand on a déposé, bon, il y a toujours les... on screen, quoi. Donc, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de candidatures. Après, ils ont dit, on va appeler quelques personnes pour les tests. Donc, il y avait une vingtaine. Et au finish, pour l'interview, on était, je crois, 5. Et il y avait 2 personnes. Il y avait moi et un autre Congolais qui était des lauréats. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'autre Congolais, malheureusement, je crois que sa grand-mère ou son grand-père était décédé. La personne devait rester pour ça. Et moi, j'ai eu la bourse. Et quand j'ai eu la bourse, j'ai été même invité à un lunch avec mes senpai, comme on dit, donc les aînés qui sont venus étudier au Japon, qui sont rentrés peut-être travailler pour le gouvernement ou en tant que prof, et l'ambassadeur du Japon à l'époque. Et ils m'ont donné des conseils, des orientations. Donc c'est comme ça que j'ai retrouvé mon chemin pour venir au Japon. Alors pour répondre à ta question, pourquoi le Japon? Normalement, ça c'est important. Ça c'est important. Pourquoi le Japon et pourquoi t'avais un bon poste quand même au Congo? Pourquoi t'es pas resté sur ce... Voilà, moi j'aimerais savoir aussi, ça m'intrigue. Je me dis, pourquoi? Ça c'est beaucoup de gens me posent la question. En fait, je le dis de gens en noir et blanc. Donc clairement là, si j'étais resté au Japon, enfin au Congo, travailler au Parlement, c'était pas facile au début parce que c'est un nouveau poste que le gouvernement congolais avait créé pour permettre aux jeunes qui rentraient dans la politique ou je sais pas, des juristes de retrouver leur chemin. Et moi, je réfléchis, je me suis dit, je suis encore, je suis jeune, mais j'ai encore envie de faire beaucoup d'expériences, d'apprendre beaucoup de choses. Et puis, je voulais en fait aller à l'université encore, faire une maîtrise, un doctorat même. Je voulais faire un doctorat pour devenir prof et rentrer pour enseigner chez nous, à l'université au Congo. Mais vous savez, la vie a beaucoup de surprises, donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées, on va en parler. Mais en gros, donc le Japon, j'ai choisi le Japon parce qu'en fait, j'aime beaucoup la culture. En gros, c'est les ninjas et les samouraïs, les deux choses qui m'ont attiré depuis le temps. Il y a des films comme The Last Samurai avec Tom Cruise et Watanabe Ken. Voilà, par exemple, il y a beaucoup de séries télévisées, les gens de mon âge. Moi, j'ai 38 ans aujourd'hui, je suis né en 82. Il y a la série XOR, le chéri de l'espace. Il y a des gens qui m'entendent, ils savent. Ça, c'est japonais en fait. Donc, il y a cette culture qui m'avait vraiment intéressé. C'est comme ça que quand j'ai appris qu'il y avait des bourses, j'étais même étonné. Il y a des bourses. Je voyais la distance géographique entre l'Afrique et le Japon. C'était en quelle année ça? Venir au Japon? Oui. Je suis venu ici en 2011, en avril. Et c'était juste 3 semaines après le grand tremblement de terre Ah ouais. Et t'as pas freiné? Ça m'a... Je te jure, j'ai eu peur. Mais t'as quand même voulu y aller au Japon? Oui, parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'avais déjà décidé. Et puis, je le dis déjà, si j'avais dit qu'écoute, je vais pas aller au Japon maintenant, à cause du tremblement de terre et tsunami, je crois que j'avais raté cette opportunité. Parce que le gouvernement japonais n'avait pas annulé. Ouais, et en plus j'ai vu qu'à cette époque-là, il y a beaucoup de gens qui ont fui, qui ont annulé. Exactement. Donc, putain. Il y a beaucoup de gens, d'étrangers, quand je suis arrivé, qui rentraient chez eux. Tokyo, c'était pas touché en fait, comme dans le Tohoku, comme on dit, donc le nord-est, je crois. Et moi, je suis arrivé pendant cette période, c'était une nouvelle expérience pour moi. Mais en gros, pour revenir à l'histoire donc que je te racontais, quand j'étais au Congo, donc il y avait déjà des films aussi, le cinéma. Ça, c'est un truc que je vais dire aux gens après. Bon, c'est mon rêve de devenir acteur de cinéma. Donc, mais quand j'étais petit, il y a toujours ces histoires, ces sentiments, ces émotions qu'on ressent quand on a 5 ans, tu vois. Ça revient. Si tu ignores ça. Aujourd'hui, j'ai 38 ans, mais je vais revenir à ce que je voulais faire quand j'étais tout petit. Ouais, moi, je veux pas dire je fuyais l'école, mais je veux dire, il y a des moments où on dit il faut aller étudier. Je dis, écoute, je vais regarder un film. C'était un sentiment fort, tu vois. Pour moi, c'était ça. Donc, le cinéma asiatique, et plus particulièrement, il y a chinois, il y a japonais,
qui m'avait vraiment intéressé depuis le bas âge. Hmm. Je crois que c'est ça la vraie raison, mais avec des opportunités d'études, ça s'est matérialisé. Ok, c'est intéressant, franchement c'est intéressant. Donc, là, tu arrives en 2011 au Japon. Ouais. C'est quoi tes premières impressions au Japon? Parce que tu avais déjà voyagé en dehors du Congo ou c'était la première fois que tu voyageais en dehors du Congo? Ah oui, bonne question. La première fois en dehors du Congo, c'était en Afrique du Sud. Oh, c'était juste une année avant, en 2010. Donc j'ai eu l'opportunité d'aller assister à un forum international contre l'impérialisme. Bon, tu vas aller gros. Pour moi, c'était une occasion de sortir un peu du pays. À vrai dire, le travail en tant qu'assistant parlementaire était très busy. C'était pas facile, mais c'était très intéressant. Mais il y a un groupe d'amis qui m'avaient invité en fait d'aller avec eux. On était à 14. On est allé en Afrique du Sud. C'était la toute première fois. Et j'ai passé un mois là-bas. Je suis allé voir mon frère qui habite à côté de Durban, qui est médecin. Et après, au retour, comme j'avais déjà commencé à postuler pour la bourse d'études, directement je suis venu au Japon. Alors en arrivant, je suis descendu sur Narita, c'est déjà grand, et puis je prends le bus, les limousines basses pour arriver à Shinjuku. Oh mon Dieu! Ah, tu connais la station Shinjuku, donc il y a plein de monde. Je ne savais pas comment aller, j'avais 2 valises comme ça. Et en gros, j'avais un document qui était une lettre de l'université de Meiji. On m'a envoyé, et puis c'était un Romaji, donc je crois les téléspectateurs ils connaissent le Romaji. Le Romaji, c'est l'écriture romaine, hein. Voilà, donc on parle en japonais, mais on écrit ça en alphabet. Hein. Voilà, donc ils ont écrit pour moi, tu dois aller à cet endroit. J'arrive, je montre au gars, donc c'était déjà la première barrière, donc la communication. Donc je vais déjà dire aux gens qui nous suivent, la langue c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Donc c'est la première impression que j'avais, c'était cette barrière de la langue et puis la culture et tout. Comment les gens saluaient, ils faisaient comment dire, ojigi. Donc bref, donc il y a un gars qui m'a dit ah oui je vois, il m'a pris, il m'a ramené, j'ai pris le bus, je monte dans le bus, il m'a dit voilà, il a parlé au chauffeur. J'arrive devant le dortoir. Le chauffeur me dit descends. J'ai pas payé. Je pensais qu'au Japon on payait pas le bus. J'ai pas payé. Ah oui, t'as rien dit? Non, bah il a peut-être. Il a cru que tu ne comprenais pas. Il a peut-être eu pitié de moi. Il a dit le gars, il est putain, ils sont fatigué. gentils. Ah ouais. Non, ça c'est quand même vrai. Hein. Le japonais, ils sont gentils. Il y a comment dire, le concept de omotenashi. Donc ça veut dire l'hospitalité. C'est des gens qui aiment accueillir. C'est vrai qu'il y a chacun a son expérience. Mais moi, j'ai beaucoup d'histoires. Je vais te raconter après qui montrent que au Japon, quand tu arrives, si tu es un étranger qui tu connais pas ton voisinage par exemple, ou comment faire des choses, il y aura des volontaires, il y a des gens dans des communautés auxquelles tu appartiens qui vont t'aider justement à commencer tes premiers pas. Et donc j'étais au dortoir, j'étais étudiant, il y avait un groupe de volontaires qui aidaient les étudiants à aller par exemple au bureau pour avoir leur carte d'identité ou ouvrir ton premier compte en banque et tout ça. Et cette barrière de langue était justement couverte par leur assistance, leur aide vraiment était très significative. Et après ça maintenant, aller rentrer dans la vie normale de tous les jours, parler avec du japonais, je rencontrais des gens qui étaient cool mais qui étaient très timides. Donc c'est un point important au Japon quand tu arrives, c'est toi qui en fait qui dois faire le premier pas, parce qu'il y a des gens qui veulent bien communiquer avec toi et ils savent que tu viens d'un autre pays ou d'un autre continent, mais ils savent pas aussi, il y a cette barrière, c'est culturel, ils veulent pas t'offenser d'une manière ou d'une autre. Donc ils se réservent. Alors si tu fais le premier pas et ils découvrent une autre personne en toi, tu n'es pas dangereux, tu es juste comme eux,
Et il y a des Japonais qui vont t'aimer jusqu'à la fin. J'ai des potes, depuis que je suis arrivé au Japon, j'ai des potes japonais avec qui on est toujours en très très bons, de très bons termes, parce qu'on a gardé justement cette relation. Donc j'ai fait beaucoup de premiers pas quand je suis arrivé. Et après, bon, le choc culturel, oui, c'est toujours l'utilisation des baguettes, par exemple, les chopsticks. Tout ça, c'était pas facile au début, mais j'ai appris. Déjà, quand tu montes dans le bus, on parle pas, ou dans le train, par exemple, tu parles pas avec ton téléphone. Tout ça, chez nous, peut-être, on a l'habitude de parler à haute voix, par exemple, tu vois. Les gens qui sont à côté, ils s'en foutent, mais au Japon, il y a toujours ce calme, cet espace privé. Il y a eu beaucoup de chocs culturels, si tu veux, mais je me suis adapté. Ouais, je me suis adapté, mais maintenant j'ai pas de problème. Et pour la bouffe, là, je vous dis, c'est au début, en Afrique déjà, au Congo par exemple, on a un grand fleuve, le fleuve Congo. Je sais pas si tu savais, Kevin, c'est le fleuve le plus profond du monde. Les profondeurs vont jusqu'à plus de 220 mètres de profondeur. Waouh! Oui. Et le débit, terrible, tu tombes dedans, c'est fini. Et le débit, en fait, donc le déversement, c'est ça, du fleuve dans l'océan. Et c'est très puissant. On a même une barrage d'Inga qui a la capacité de 44 000 mégawatts. C'est énorme. Ça peut alimenter toute l'Afrique et tout. En gros, il y a beaucoup de poissons. C'est juste pour dire qu'il y en a de gros poissons. C'est comme des poissons de la mer et tout. Donc, on est comme des Japonais. Et moi, je suis né dans une île à Kisangani. Donc, c'est nord à est. Donc, Kisanga en swahili, ça veut dire île. Kisangani, c'est à l'intérieur d'une île. Donc, je me retrouve au Japon, l'archipel de Japon, l'île. Donc, je me dis que c'est prophétique. Donc, en gros, on mange du poisson, mais c'est pas comme au Japon, le sushi, le sashimi. Donc, c'était aussi un challenge, mais je suis tombé amoureux. Et j'adore ça. J'adore le sushi, le sashimi. Donc, la bouffe, c'est pas un problème de moi pour moi. D'accord. Ah, mais c'est intéressant. Qu'est-ce qui t'a... Mais non, là, vu que tu es arrivé au Japon, on a eu à peu près la même arrivée. Hein. Moi, j'ai eu pareil avec les volontaires et tout ça, j'ai eu pareil. Ouais. Okay. La seule différence, c'est que moi, il y avait le taxi qui m'attendait à l'aéroport. Il y avait le taximan qui m'attendait à l'aéroport avec une pancarte et tout ça. Donc, c'était un peu plus facile. Comme on vend des films. Hein. Ouais, comme dans les films, ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué au Japon? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué au début au Japon? Ah oui, au début, waouh. Au fait, je crois que je suis venu seul d'un pays, tu vois, déjà le Congo, c'est un pays qui a connu la guerre. C'était une enfance un peu perturbée, parfois par de moments difficiles, des conflits armés et tout. Ce qui m'a marqué au Japon, c'était la sérénité, si je peux dire, la paix. Donc, de te promener sans t'inquiéter. Ouais. Écoute, je dis pas que mon pays ou l'Afrique c'est mauvais, c'est dangereux. Non, c'est juste que les événements de la vie, en ce moment-là, il y a des moments où tu pouvais pas te promener sans t'inquiéter, tu vois, parce qu'il y avait des armées étrangères, par exemple, qui ont envahi l'est du Congo et tout ça. Jusque dans ma ville, c'était pas facile. Donc j'arrive au Japon, déjà on s'identifie, le Japon et le Congo, on partage la même histoire de pays qui ont fait la guerre. Tu vois, le Japon c'était le Japon impérial, tu connais. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, quand ils ont perdu la guerre, ils ont appris l'importance de la paix. Et ça m'a vraiment marqué énormément. Je suis même allé à Hiroshima. À l'époque, il y avait la TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. C'est une conférence qui s'est tenue tous les 5 ans, maintenant c'est tous les 3 ans. Et il y a des gouverneurs, les leaders africains et même des hommes d'affaires qui viennent au Japon. Et maintenant, ça commence aussi à aller en Afrique pour échanger sur des opportunités pour développer l'Afrique normalement. Et pendant cette période, en 2013, la TICAD 5, moi j'ai à l'époque étudiant avec des étudiants africains et japonais, on a fait un symposium. Pendant 11 jours, déjà on a fait beaucoup de travail pour réfléchir, voyager au Japon
pour regarder ce qu'on peut apprendre justement de ce pays sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan de la paix et de la sécurité. Et c'est comme ça que je me retrouve à Hiroshima pour apprendre sur l'éducation, comment dire, peace education, donc l'éducation de la paix. Et ça, c'est la chose qui m'avait marqué, voir les gens qui ont fait cette expérience de Hiroshima, de Nagasaki, et de rebâtir. Donc, c'est-à-dire l'espoir, tant qu'il y a encore de la vie, il y a de l'espoir. Ils ont tout rebâti à partir de là. Et ça m'a marqué parce qu'en fait, on peut toujours rebâtir sa vie. On peut toujours créer quelque chose de nouveau à partir de rien, sur base de rien. Donc, s'il y a toujours de l'espoir. Et maintenant, peut-être ta question, c'est aussi sur le plan culturel, je ne sais pas où, de la personnalité par exemple, du japonais. Oui. Comme je disais, il y a cette gentillesse. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est les gens qui travaillent dur. Le Japon, c'est le pays des gens qui bossent dur. C'est ça ma définition de ce pays. Si on compare avec la RDC, écoute, on a tous les minéraux du monde. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de raisons, mais après les colonisations, après les guerres qu'on a eues à l'époque, maintenant c'est le moment de développer nos pays. Mais au Japon, ils travaillent dur, ils n'ont pas des minéraux, ils n'ont pas de ressources naturelles comme nous. Mais regarde, je sais que dans tes vidéos, tu montres aux gens, Tokyo et tout ça. C'est vrai qu'ils ont quasiment rien. Écoute, mais moi, c'est ça qui m'a frappé, ça m'a motivé. Donc, et ça a changé même ma façon de voir les choses, de travailler aussi. Donc, ça m'a permis de développer ma façon de réfléchir sur le plan professionnel ou sur le plan de développement personnel, devenir quelqu'un de mieux, de travailler dur. Donc, c'est ça un peu, en gros, qui m'a marqué le plus. Ok. Bon là, ça fait 10 ans que tu es au Japon. Comment tu as fait pour rester aussi longtemps au Japon? Est-ce que tu comptes vivre toute ta vie au Japon? Est-ce que tu comptes faire le pont entre le Congo et le Japon? Est-ce que tu comptes investir au pays? Ou tu investis déjà peut-être au pays déjà? Mais voilà, qu'est-ce que tu souhaites faire à l'avenir et qu'est-ce qui t'a fait rester 10 ans au Japon quand même? Parce qu'à la base, tu avais dit que tu souhaitais venir étudier au Japon et retourner après au pays. Voilà, qu'est-ce qui t'a fait rester au Japon maintenant? Très bonne question, très bonne question. Au fait, ce qui m'a retenu ici, c'est que après mes études de maîtrise, je voulais travailler pour gagner un peu d'expérience et aussi investir, épargner d'abord, et puis investir après au pays. Il y a eu beaucoup de changements dans mon parcours ici parce que j'ai eu en fait une opportunité. Il y a un ami qui m'avait contacté pour me dire qu'il y a une société japonaise qui est dans le domaine des technologies, s'appelle DMM.com, et moi je suis rentré dans l'équipe DMM Africa. Donc ils ont créé une équipe justement avec des Africains qui habitent au Japon pour aider justement cette transition, donc le développement de leurs affaires en Afrique. Je suis allé en Éthiopie, je suis allé au Congo, en Afrique du Sud pour faire un peu l'étude des marchés. Mes collègues aussi sont allés dans d'autres pays. Et au retour, quand on est arrivé, donc en gros, pendant 4 ans, je travaillais avec eux pour aider en termes de relations publiques, pour être leur interface par exemple, et justement connecter aussi avec les hommes d'affaires congolais ou africains. Bon, c'est l'expérience, ça fait 4 ans. Tu vois, j'ai suivi un peu mon instinct. Voilà, je vais travailler pour gagner de l'expérience. Mais après, je me disais, écoute, le Japon, c'est un pays qui a beaucoup d'opportunités. Et ce que je vais faire dans ma vie, c'est en fait raconter mon histoire, l'histoire du Congo, l'histoire de l'Afrique, mon histoire personnelle au monde. Et donc, en passant, j'apprécie déjà cette plateforme que tu as mise en place, le Japon en noir et blanc, parce que ça permet aux gens comme nous de faire passer le message. Donc le Japon m'a appris déjà avec l'expérience que je fais, que je peux avoir toutes ces opportunités de travailler, d'épargner et bien sûr d'aider. Je sais que tout le monde pense toujours à sa famille. Il y a des gens au pays,
je me suis dit que je peux travailler avec ma famille et mes amis pour faire quelque chose. En ce moment, c'est pas encore concrétisé, mais on est en train de parler de ça. Je suis en pourparlers, que ce soit avec ma famille ou avec certains amis, pour faire des investissements, surtout dans ma ville natale qui est Kisangani. Ouais, il y a des projets qui sont en cours. Je crois qu'au moment opportun, on pourra toujours revenir ici pour en parler. Mais justement, donc je sais pas, je peux pas vraiment te dire. Je savais que je vais rester pendant aussi longtemps au Japon. En gros, c'était 7 ans parce que tu fais 2 ans de recherche, 2 ans de maîtrise et puis 3 ans de doctorat. Mais ça passe vite en vrai le temps au Japon. Oui, ben comme je suis pas allé jusqu'au doctorat, j'ai fait juste ma recherche pendant 1 année déjà, donc la moitié. Et puis j'ai fait 2 ans de maîtrise, donc 3 ans. Et puis directement, j'ai commencé à travailler. Et il y a eu donc la succession d'événements comme ça. Alors, rester ici, rentrer, ça dépendra. Je suis encore célibataire, je suis pas marié, mais je compte fonder ma famille bientôt. Hein. Je vais commencer à donc voir une femme et puis des enfants et tout. Et ça dépendra de tout ça aussi, parce que tu vois, quand tu es seul, en ce moment, je veux juste travailler sur moi-même, devenir la meilleure version de moi-même et commencer vraiment des projets dans le domaine du cinéma, parce que c'est ce que je veux faire, devenir acteur international. Comme je parle anglais, français, japonais et d'autres langues africaines, je vais utiliser ça pour faire passer le message que peut-être d'autres Africains ont, des histoires que d'autres Africains ont dans le monde entier. Mais je ne sais pas où ça va m'amener vraiment. Mais pour le moment, je suis au Japon. Ok. Moi j'avais une question, vu que toi tu connais très bien l'Afrique et tout ça. Moi j'avais, comme je t'ai dit, j'étais en Côte d'Ivoire il y a 2 mois. Et quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vu qu'il y avait énormément d'opportunités en Afrique et tout ça. Et j'avais décidé en quelque sorte de motiver les jeunes de la diaspora africaine à travers le monde à retourner en Afrique. Est-ce que tu penses que c'est un bon choix pour nous, jeunes, par exemple, pas forcément on est en Afrique, mais ici de la diaspora africaine, d'investir au pays? Tu penses que c'est bien d'investir au pays quand on est d'origine africaine, ou c'est mieux de tout investir en France ou au Japon? Ben, absolument. Absolument, je crois que c'est même ça le problème. Il y a beaucoup de gens qui nous reprochent ça. J'ai rencontré le président du Congo qui est venu en visite en 2019. Le président Félix Tshisekedi, qui est au pouvoir maintenant, il a dit qu'il veut travailler avec les jeunes. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Je sais qu'on est africain, on se retrouve à l'étranger pour des raisons diverses. Hein. Il y a des gens, par exemple, les parents sont allés en mission et puis ils sont nés là-bas, je sais pas, ils ont la nationalité ou ils ont vraiment la culture de ces pays. Mais je ne vais pas leur dire de rentrer comme ça parce qu'ils ont le sang africain, de rentrer, aller vivre ou aller investir. Non, l'investissement, c'est question, ça s'aligne avec la vision de la personne, ce que tu veux faire dans ta vie. Je ne dis pas que c'est mauvais d'investir dans ton pays, mais si tu trouves que là où tu es, c'est plus avantageux pour toi, et quand je dis pour toi, c'est pour te permettre de bien ou de mieux aider ton pays. Ça peut être dans les affaires, mais pour moi, personnellement, je pense que je vais investir au pays, surtout dans le domaine immobilier, parce que c'est ce qui fait développer en fait nos pays. Si j'ai construit par exemple un parc d'attractions aux normes internationales, comme on dit, donc il y a des gens qui viennent, ça va attirer des touristes. Donc je crois que c'est la forme la plus sollicitée d'investissement aujourd'hui. Il y a des gens qui rentrent pour créer, par exemple, construire des maisons et mettre de locataires, par exemple. Ça, c'est intéressant. Mais écoute, j'ai toujours dit, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui sentent de la pression. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous appellent, qui nous envoient des messages. Ce monde appartient à tout le monde. Je suis au Japon. Imagine-toi si le Congo n'appartenait qu'aux Congolais qui habitaient là-bas. Il y a des Français, il y a des Américains, il y a des Asiatiques qui sont aujourd'hui au Congo. Ils contribuent. Je sais qu'il y a des problèmes, mais c'est ce qui fait la beauté de ce monde. Mais en ce moment, les gens ils reprochent quand même beaucoup à la diaspora africaine en fait, de ne pas investir au pays, parce que les Chinois ils viennent investir au pays. Il y a les Chinois, tu as les Libanais, tout le monde vient investir au pays, sauf
les gens d'origine africaine, genre congolaise, d'origine ivoirienne. Ouais. C'est pour ça que les gens souvent maintenant ils reprochent, et les gars, moi aussi, hein, moi c'est ce que je reproche aux gens aussi, parce que moi quand j'ai été en Côte d'Ivoire, ça m'a troublé. Ça m'a troublé de voir des magasins, des grands magasins, même des grandes surfaces qui n'appartenaient pas aux Ivoiriens. J'ai trouvé ça choquant. Et tu sais qu'au Japon c'est impossible. Au Japon jamais tu verras une grande surface, tu verras un grand restaurant, tu verras un grand truc possédé par un étranger. Tu peux même pas, je pense même pas que tu peux. Parce que forcément, si tu es une grande entreprise, il faudra que tu mettes des Japonais à la tête. Il faudra que tu mettes des étrangers à la tête. Non, ce que tu dis est vrai. C'est très rare au Japon de voir des étrangers, surtout des Africains, à part des gens qui ont des restaurants, par exemple de boîtes de nuit, ou bien d'autres business de commerce extérieur. Mais écoute, tu as raison. Je sais que c'est notre responsabilité en tant qu'Africains qui vivons à l'étranger de toujours penser au pays, comment contribuer au développement du pays. Il y a plusieurs formes de contribution. Mais maintenant, quand on rentre au pays, c'est une réalité aussi. Il y a des gens qui se plaignent des tracasseries administratives et d'autres qui sont un obstacle à ce que les gens puissent investir. Et malheureusement, je le dis, malheureusement, il y a encore beaucoup de corruption aussi parce que ces étrangers qui viennent dans nos pays, ils n'ont pas besoin de nous imposer de règles. Ils viennent, ils ont l'argent, c'est vrai, c'est notre terre, c'est nos minéraux, c'est nos espaces. Mais qu'est-ce que font nos leaders, nos gouvernements? Il y a beaucoup d'histoires. Il y a des gens qui reçoivent des pots de vin et tout, des commissions, des histoires des commissions. On lui donne 10% du projet et puis c'est fini pour lui, c'est bon. Et demain, on vend un immeuble. Bon, après, on va dire, et les Africains qui vont aller, peut-être qu'ils ne vont pas s'aligner. Justement, il y a beaucoup. Mais je crois que ça change. Le dimanche, j'étais à la maison, je me reposais. Il y a sur YouTube, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Il y a une, je sais pas si c'est une Kenyane ou une Sud-Africaine qui était au Congo. Il dit "This is what you don't see." Ça, c'est ce que vous voyez pas dans les médias. C'était un endroit, un espace qui s'appelle Safari Beach. Je me disais, I think I'm outside of Congo. Donc, je me suis dit, c'est comme si je suis à l'extérieur du Congo. C'est elle-même qui disait ça même dans la vidéo. Moi, quand je regardais, je dis, il y a des espaces comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui investissent. C'est pas facile, mais on doit continuer. Et pour investir, il faut se faire de l'argent. Et c'est comme ça que, personnellement, moi, je me suis dit, je vais me focaliser d'abord à épargner, donc travailler et épargner, faisant ce que j'aime dans la vie. Et avec cet argent-là, je vais rentrer au pays pour investir. Je vais créer un pont entre le pays et le Japon. Je disais tout à l'heure, j'ai 38 ans. J'aurai 39 ans en novembre cette année. 10 ans de ma vie au Japon, ça fait partie de moi. Je fais partie d'eux. Exactement. C'est quelque chose que tu peux pas m'enlever, tu vois. Donc, je dois vivre comme ça et puis créer ce pont. Je veux continuer justement à être africain, congolais 100%. Ça ne changera pas. Même si, bon, je ne vais pas changer de nationalité, pas maintenant. Je peux peut-être en avoir 2 ou 3 comme il y a des gens qui font, mais je suis là. Je veux vraiment contribuer. Je fais beaucoup des événements pour justement dire aux gens, même des Africains qui sont ici, voilà, il y a un Congolais par exemple, un gars qui est là, qui fait des événements ou des présentations pour apprendre au japonais sur l'Afrique. Et ça, c'est ma contribution en d'autres termes, parce que parfois il y a des gens qui viennent, ah, j'ai vu que tu as fait ça au pays là-bas et tout ça, vous avez tel truc et tout, moi ça m'intéresse. Dans tel domaine, est-ce qu'on peut faire des affaires? Il y a des gens que je connecte comme ça avec notre ambassade, par exemple. Tu vois, il y a toujours, il y a des choses que tu fais, tu sais que c'est ça. Il faut être juste faire des efforts, ta contribution en tant qu'Africain. Ce que tu peux faire pour ton pays, pour le continent, il faut le faire. Ça, c'est ce que je peux dire. Mais ça veut... Par exemple, là, tu es resté 10 ans. Moi, il y a un truc qu'on me reproche souvent. Parce que moi, j'aime bien parler de la Côte d'Ivoire, j'aime bien parler de l'Afrique et tout ça en général. On me reproche souvent, on me dit, Kevin, tu parles de l'Afrique, et tout ça, mais tu es au Japon. Vivre au Japon, ça ne veut pas dire forcément que tu n'aimes pas ton pays. Ça ne veut rien dire. Parce que là, tu nous prouves que tu aimes plus ton pays, même que certains qui sont encore au pays. Ah oui, c'est clair. C'est clair, tu l'as dit. Moi, par exemple, là, déjà, tu vois, c'est une chaîne RDC Congo et tout.
Non, tu as raison, parce qu'en fait, je pense que le plus important, ce n'est pas là où tu te trouves. Tu peux te trouver aujourd'hui ici, tu peux te trouver en Mars, je sais pas. Mais en fait, le plus important, c'est de ne jamais oublier d'où tu viens. Tu vois, je sais pas ton histoire, on n'a pas parlé de ça, mais tu m'as quand même dit, tu vois, tu es en France et tout. Je sais pas, peut-être que tu as des origines, tu as des origines africaines, je veux dire, mais tu as des connexions en termes, je sais pas, tes parents, des grands-parents. Mais ça ne te change pas, tu vois. Ça me change pas. En tant qu'Africain, tu as toujours le DNA, l'ADN africain. Donc, partout où tu iras, même si tu parles différemment, c'est-à-dire si je fermais mes yeux, tu parlais, genre, c'est comme c'est un Européen qui parle. C'est l'impression que j'ai. C'est un Français, un Belge. Mais à l'intérieur de toi-même, tu sais que tu es africain. Et aussi longtemps que tu n'oublieras pas ça, ça ne changera pas. C'est ça, comme tu as dit, c'est même mieux parce qu'en fait, tu permets aux gens de l'extérieur de voir les gens qui vivent dans ton pays, comment ils sont. Parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes. Il y a des gens qui pensent que nous, on vit dans la brousse, par exemple, on vit avec des animaux et tout. Moi, je suis arrivé ici, déjà, j'avais un diplôme, je travaillais. Quand je parle que j'étais avocat au Congo, j'ai fait 1 an, bien sûr, de stage, mais j'étais déjà avocat. Je travaillais au Parlement. Il y a des Japonais qui ouvrent grand les yeux et les oreilles, qui te regardent comme ça et disent, mais oui, on a un système, non? On a un gouvernement, même s'il y a des problèmes, mais on a des choses qui se passent. Mais non, c'est justement notre travail de permettre aux gens qui sont ici, aux Japonais et d'autres étrangers, de savoir que le Congo, par exemple, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Nigeria, donc l'Afrique, forment des gens capables de contribuer au développement de leur continent et pourquoi pas du monde. Franchement, c'est intéressant ce que tu dis. Mais moi, je vais te dire une chose. Moi, je suis devenu vraiment fier d'être ivoirien en venant au Japon. Je vais t'expliquer pourquoi. D'accord. Parce que en France, on nous apprend à pas être vraiment fier. En France, c'est limite un crime de dire que je suis. Tu vois, tu peux dire, tu dois dire que tu es français. Tu n'as pas le droit de dire je suis français et ivoirien. Tu n'as pas le droit de dire je suis français et algérien. Tu dois dire que tu es français, tout court. Voilà, ils veulent que quand tu as la nationalité française, ils veulent que tu renies complètement ta nationalité. Alors qu'en fait, moi, mes 2 parents sont ivoiriens, ils sont nés en Côte d'Ivoire, donc forcément, je suis ivoirien, je suis franchement français et ivoirien. Et au Japon, en fait, j'ai remarqué une chose, quand tu dis que tu viens d'un pays africain, ça dépend. Je trouve qu'il y a moins ce regard, oh, t'es africain, il y a moins ce regard négatif, parce que souvent, il y a de l'ignorance. Souvent, ils ne savent pas. Moi, quand je disais la Côte d'Ivoire, ils ne connaissaient pas. Ils ne savent même pas où c'est. Donc moi j'ai trouvé ça formidable de voir les Japonais qui sont fiers de leur pays. Je me suis dit, moi maintenant, comme les Japonais ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, la France ils connaissent, moi j'ai décidé maintenant qu'on me demandait de quelle nationalité j'étais, je disais que j'étais ivoirien. Je disais même plus que j'étais français. Je vois que tu as un bracelet là. Voilà, oui, j'ai le bracelet. Parce que les Français, tout le monde connaît la France. Mais la Côte d'Ivoire, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Je trouve que c'est bien de leur montrer que voilà... En Côte d'Ivoire aussi, il y a des gens qui sont issus de ce pays-là, qui font des études, qui parlent japonais, qui s'intègrent dans la société. Moi, je trouve que le Japon, moi, m'a aidé à être beaucoup plus fier de mes origines. C'est très, très intéressant ce que tu dis, Kevin. Moi, ça me donne encore beaucoup de confiance. Comment dire, confidence. Donc, ça me pousse encore à être beaucoup proactif, à être sur le terrain pour parler de l'Afrique, du Congo, c'est-à-dire de mettre en avant mon identité d'Africain. C'est très important en fait parce qu'au Japon par exemple à l'école, je suis parfois je fais des cours d'anglais, mais c'est comment dire, c'est pas vraiment prof d'anglais en gros, mais c'est des programmes de global session, de sessions globales où on nous invite des étrangers pour faire des présentations sur nos pays par exemple, ou bien tout simplement apprendre au japonais des questions des développements durables, dans les objectifs des développements durables, des choses comme ça, les SDGs là. Alors, une fois, j'ai parlé avec des profs et tout ça, ils m'ont dit, on n'a pas dans notre système éducatif, dans le curriculum, il n'y a pas vraiment de programme sur l'Afrique. C'est comme ça qu'on on vous invite. Donc j'ai été à l'université de Keio, SFC, vers Shonan, à Kanagawa, pour faire une présentation à Nihon Daigaku, donc l'université qui se trouve à Chiba, Narashino. J'ai été même dans des écoles, donc il y a plusieurs écoles pour justement parler de l'Afrique. Et je te jure,
parfois même j'amène mes chemises Ah, il faut. Ouais. et tout ça, moi-même je porte et puis je les fais porter, on prend des photos et tout. Ah, ils sont très heureux, très contents, ils disent que je ne savais pas cette partie, cet aspect de l'Afrique, tu vois. Donc cette identité africaine, elle est inconnue, elle est méconnue malheureusement, parce que d'abord, peut-être que, je dis pas que ils font ça exprès au Japon, de ne pas apprendre aux gens, c'est juste que, par exemple, les États-Unis d'Amérique ou l'Europe, ils ont fait des choses, et tout le monde en parle, ils ont contribué dans beaucoup de choses peut-être, dans la technologie, tout ça, et c'est comme ça qu'ils apprennent par rapport à ce pays-là. Mais nous, en Afrique, il y a beaucoup de choses qu'on fait aussi, mais c'est pas, comment dire, c'est pas bien vendu. L'Afrique n'est pas bien vendue, surtout par les Africains eux-mêmes. C'est comme ça que quand j'ai l'opportunité dans une école, un événement, ou même moi-même, j'organise par exemple Congo Academic Night. J'invite les étudiants, enfin les Japonais, étudiants ou les gens qui travaillent. On fait des présentations et puis il y a un concert, un mini-concert, il y a des Congolais qui jouent et tout ça. Oui, j'ai des images dans mes réseaux sociaux et tout ça, parfois je partage. Ouais, on va mettre les réseaux sociaux, on va mettre de toute façon tout ça. Oui, super, donc c'est ma joie, tu vois, ça me fait vraiment plaisir. Et quand tu m'as dit que je me présentais en tant que... Je suis Kevin, je suis ivoirien. Oui. Je suis obligé. Mais moi j'ai remarqué une chose aussi, les Japonais quand même. Ils sont très fiers de leurs origines et il y a un truc qui m'a vraiment marqué, par exemple les Japonais brésiliens. Tu vois, même les Nikkei, pour eux, même si ils ont la nationalité brésilienne, même s'il n'y a que leurs arrière-grands-parents qui sont japonais, qui sont nés au Japon, ils sont toujours japonais. Donc moi je suis sur cette mentalité là. Moi, c'est même pas mes arrière-grands-parents, c'est mes parents qui même sont... les half, les moitiés japonais, moitié étrangers, quand on se rencontre, généralement, ils disent ça. Ouais, ils disent ça, exactement. Donc c'est pour ça que moi, je me suis dit, maintenant, il faut que je me présente, il faut que c'est la Côte d'Ivoire, c'est tout. Moi, j'ai aucun mérite, j'ai aucune motivation à dire je suis de la France. Il y a tellement de Français, visuellement. Ça se voit que je suis ivoirien, ça se voit, donc voilà, il n'y a pas de lézard. Et moi je trouve que c'est important des gens, surtout quand c'est un pays qu'on n'est pas beaucoup à l'étranger, qu'on n'est pas beaucoup, parce que nous les Noirs on n'est pas beaucoup, même contrairement aux Européens on n'est pas beaucoup. Je trouve que c'est important de vraiment revendiquer nos racines, revendiquer nos origines et de montrer une belle image de l'Afrique. Voilà, de montrer une belle image de l'Afrique. Absolument. Voilà. Mais déjà, j'aime la Côte d'Ivoire. Je t'ai pas dit, j'ai plein d'amis ivoiriens. Ouais. Au Japon, à Tokyo, avec qui d'ailleurs, comme on dit, des senpai par exemple, qui sont venus avant moi, donc pour étudier ici, et même des kohai, donc qui sont venus après, et on est toujours ensemble. On fait des événements. Il y a, je sais pas si tu savais, mais il y a African Forum Executive Committee, donc c'est un forum africain qui organise des événements ici à Tokyo même, et ça a été justement initié par 2 Ivoiriens. C'est super, c'est super. Ah oui, je vais te présenter. J'avais une dernière question, parce que là on n'a pas eu le temps de tout aborder, mais au pire des cas on fera une autre vidéo. J'avais une dernière question. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui souhaite avoir le même parcours que toi? Qui souhaite avoir le même parcours que toi, qui souhaite venir, une personne, un Africain ou un Européen, mais quelqu'un qui n'a pas vraiment de motivation, qui ne sait pas vraiment comment faire, souvent qui a des doutes, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Déjà, à cette personne, je dirais que la vie n'est pas facile. C'est une illusion, on vit aujourd'hui, mais la vie n'est pas facile, il y a beaucoup de challenges. Tout ce qu'on voit à la télé, les séries, télévision, il faut oublier tout ça. Il faut prendre le temps de travailler sur soi-même, d'étudier, d'apprendre de nouvelles langues. Par exemple, la langue japonaise, moi j'ai appris la langue japonaise déjà au Congo. J'ai fait 2 mois de cours, c'était pas suffisant, mais c'était déjà quelque chose. De 2, il ne faut pas écouter les gens qui te disent que c'est impossible. Non. Moi j'ai traduit des documents du français en anglais, et puis je suis allé déposer. J'ai un ami qui m'a aidé parce que je voyageais le même matin. C'est un ami qui m'a aidé à les déposer. Donc s'il n'avait pas déposé, je n'allais pas avoir la bourse là. Donc, c'est-à-dire que tu fais ce que tu veux, mais il ne faut jamais abandonner. Et le Japon, donc, c'est un pays magnifique. J'espère que
tous les Africains auront la chance de venir ici un jour, ne fût-ce que pour un jour. Bon, toi, il n'y a pas de frein. C'est pas parce que tu es africain qu'il faut te mettre à frein. Non. Il n'y a pas de frein. Et le Japon, c'est un melting pot. Il y a de tout. Il y a tout, hein. Tu connais, hein. Il y a tout. Il y a les Asiatiques, d'autres pays, des Européens. Tout le monde est ici. Toutes les cultures. On a toutes les cuisines, n'est-ce pas? Exactement. Donc, ça veut dire que la vie n'est pas facile. Il faut continuer à bosser dur. Et voilà, tout ira bien. Ok. Donc merci pour cette interview. Merci Kevin. Très bon, n'hésitez pas à le rejoindre sur ses réseaux sociaux et tout ça. On va refaire d'autres vidéos. Si vous voulez que j'aille filmer ces événements et tout ça, comme ça vous allez pouvoir voir comment la communauté africaine et tout ça est au Japon, bah, dites-le moi en commentaire et tout ça. Et on fera d'autres vidéos. En tout cas, merci à tous. La bise. Ciao, ciao.